Salut tout le monde. Un autre titre pour la conférence aurait pu être celui-ci. Vos IA ne sont pas bêtes quand vous trouvez qu'elles sont bêtes, mais en général, c'est plutôt votre contexte qui n'est pas très très bon. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter pendant que vous digérez tranquillement les 40 prochaines minutes. On a tous vécu un peu cette expérience, ceux qui ont utilisé, à la limite, à main levée, des gens ici utilisent Claude Code, Copilot. Ok, parfait. Donc j'aurais pas besoin d'expliquer exactement, dans les détails ce que c'est. Même ceux qui n'utilisent pas, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont être similaires à votre utilisation d'IA, même avec un chat, même sur ChatGPT, quoi. Donc on a tous vécu un peu ce moment où on a testé des choses avec une IA quelconque, avec un outil quelconque. On a été super impressionnés. On s'est dit, putain, magique, ça fait tout seul en 3 minutes et c'est génial. Et le lendemain, quand on arrivait au taf avec nos propres projets, notre propre codebase, avec ces années de code, de dettes, de patterns, de conventions, etc., cette même IA, finalement, se comporte pas terrible, se comporte pas bien. Elle a une grosse déception et on s'est tous dit à un moment donné, sur les, on va dire, 6 derniers mois, 1 an, bof, j'attendrai la prochaine version. On est là, Opus 4.8, j'attends la 4.9 et je retente, ça sera un peu plus malin. Cette conclusion, elle est un peu trop rapide et c'est ce que je vais essayer de démystifier un peu avec vous sur la base de travaux qui, j'invente rien, moi, de mon côté, j'ai pas le niveau. Je me base sur les travaux de quelqu'un qui s'appelle Dex Orty, qui est un des premiers qui a commencé à formaliser un peu ces choses-là, qui a même écrit quelque chose de super cool, 12 Factor Agents, qui ressemble à 12 Factor Apps, qui a existé il y a une quinzaine d'années, qui a été écrit par Heroku quand le cloud est arrivé et on faisait tous des applis, on les déployait d'une certaine manière. Donc lui, il a fait le pendant de ça, mais un cocktail de principes autour des agents. Mais aussi, évidemment, Anthropic, Chroma, LangChain et tout ce beau monde influent, on va dire, aujourd'hui dans ce monde. Je m'appelle Mehdi, je ne suis pas du tout du coin, je viens de Saint-Étienne. Je viens découvrir Caen, c'est la première fois que je mets les pieds ici, donc je découvre. Et voilà. Donc, ce symptôme-là dont je parlais, pourquoi l'IA semble géniale d'un côté et beaucoup moins d'un autre, en fait, là-dedans, le contraste le plus important ou le plus intéressant à observer tout de suite pour poser un peu les deux termes, c'est le greenfield et le brownfield. Greenfield, c'est quand on part d'une page blanche et donc une IA écrit son code, décide elle-même de ses conventions, de la structure du projet qu'elle est en train de fabriquer et ainsi de suite. Et donc, quand on fait ça, il n'y a pas de contexte à comprendre, il n'y a pas une histoire à comprendre. L'IA ne se pose pas ces questions-là sur l'existant, il n'y a pas d'existant, donc on écrit tout from scratch. Quand on parle de brownfield, c'est quand on arrive avec un kilo de code déjà existant, une tonne de fichiers, et ici, cette même IA, je dis volontairement IA pour l'instant, après on précisera, et au-delà de créer ou de générer du code, doit aussi comprendre tout ce qui existe, pourquoi cette classe existe à cet endroit-là, pourquoi cette méthode prend autant de paramètres alors qu'elle n'en fait rien, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que, quand je dis on se rend compte, il y a même des études un peu qui ont essayé de mesurer ces choses-là. Ces IA génèrent beaucoup de code, on est tous contents parce qu'on génère beaucoup plus de code et beaucoup plus rapidement. Mais en fait, on passe aussi énormément plus de temps à nettoyer ce code qui est généré, qui est mal intégré, il ne respecte pas forcément les bonnes conventions, etc., etc., que juste prendre ces lignes de code-là telles qu'elles sont et elles vont, comme les études par exemple de Stanford qui ont mesuré ces choses-là, les lignes de code qui sont générées par des IA finissent par churn plus rapidement que les autres parce que très rapidement dans le cycle de vie du soft, elles vont être réécrites ou recorrigées, etc., etc. Donc c'est à peu près ça le ratio de ce qui a été un peu mesuré, étudié. Je passe, la télécommande marche, c'est nickel.
Et en fait, pour comprendre un peu ce qui se passe, pourquoi c'est différent le greenfield et brownfield, il faut revenir à un truc très simple. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces IA? Quand on parle d'IA, on parle de quoi ici? On parle d'un LLM. Un LLM n'a pas une mémoire magique, n'a pas un truc caché qui fait des choses obscures. Un LLM prend en entrée une pile de texte, ni plus ni moins, et calcule le texte en sortie le plus probable qui devrait sortir. C'est purement et simplement des statistiques. Bon, je sursimplifie évidemment ce que c'est qu'un LLM, mais c'est un truc qui prend en entrée du texte et qui sort un autre texte. Et en fait, j'aimerais introduire une analogie d'un carnet de notes. Quand vous êtes en train de discuter avec une IA, vous avez un carnet de notes, c'est comme un carnet de notes. Bon, premier tour, c'est une page, c'est votre première instruction, votre premier texte que vous avez écrit. Et donc le LLM reçoit que cette phrase-là et vous répond. Mais le tour suivant, donc quand vous continuez d'interagir avec, en fait, il va prendre la nouvelle question ou ce que vous avez écrit au deuxième tour, mais aussi ce qui a été dit avant. Donc votre question de départ et sa réponse de départ. C'est comme un carnet de notes qu'on est en train de remplir au fur et à mesure des tours, donc ce que j'appelle ici les tours, donc les discussions avec cette IA. Et en fait, quand on parle d'un agent, c'est comme Claude Code par exemple, c'est ni plus ni moins qu'une boucle autour de ce même mécanisme. Grosso modo, vous faites une boucle, un prompt au départ, vous mettez ça dans une boucle, vous écrivez un premier contexte, donc un truc qui rentre au LLM, il sort un résultat, et vous faites ça dans une boucle jusqu'à en sortir, et finalement c'est ça un agent. La définition d'un agent même par Dex, ou la définition, en tout cas la décomposition d'un agent, c'est finalement un peu comme le bout de code qu'on peut lire. C'est une grosse boucle, on prend un contexte, on envoie ça à un LLM, c'est une fonction qui est stateless, donc elle ne garde pas un état. Quand on parle de programmation fonctionnelle, etc., on comprend ces choses-là. On rajoute du contexte à chaque tour, et tout ça, ça tourne. Donc on comprend là déjà que notre seul levier pour influencer finalement la réponse d'un LLM et donc la qualité de la sortie, c'est ce qu'on lui donne à bouffer en entrée. Et finalement, pendant longtemps, la réponse évidente à ce truc-là a été de dire on va prendre un plus gros carnet, comme ça on lui met tout. On grossit finalement notre capacité de passer des informations à cet LLM-là et on espère avoir de bons résultats. On peut faire ici le lien avec un nous humain. D'ailleurs, Anthropic l'appelle comme ça aussi, ils appellent ça un budget d'attention. C'est un peu comme si vous avez un développeur junior dans votre équipe, il arrive le premier jour, et vous lui donnez un gros pavé de 300 pages, et vous lui dites « la réponse est là ». Et vous lui posez une question. Techniquement, elle est là, la réponse, mais son attention risque de se perdre, parce que forcément, il y a trop d'informations dans ce que vous lui avez donné, et potentiellement, ça va être un problème. Et en fait, tout ça, ça vient de quoi? La brique technologique en dessous encore des LLM, c'est le transformer. Et les transformers ont si on schématise un peu les choses, cette notion d'attention, c'est un rapport quadratique. Donc chaque token connaît ou finalement s'intéresse à tous les tokens autour de lui. Donc plus il y en a, plus on dilue cette notion d'attention, mais d'un point de vue très très technique, de ce qui compose même un LLM. Donc tout ça nous amène à la phrase que dit Anthropic, qui est très, très cool. Toute la logique est de trouver, finalement, pour qu'un LLM en tout cas fonctionne bien, trouver le plus petit ensemble de tokens qui contiennent le signal qu'il nous faut pour produire un résultat correct. Et tout l'art, c'est d'aller trouver ce plus petit ensemble. Et tout ça, en fait, a été assez étudié entre l'année dernière et cette année. Et un sujet qui est très important à comprendre, quand le carnet, comme je disais un peu pour un humain, il devient trop gros, il contient trop de choses, en fait, ça a été un peu... il y a de la recherche autour de ce sujet-là. Ça s'appelle le context rot,
le contexte finit par pourrir, c'est de la pourriture de données. Et en fait, globalement, si je le résume en quelques mots, des études montrent que tous les LLM se dégradent dans leur qualité, on va dire, de sortie, à partir d'un certain volume de données en entrée, d'un certain nombre de tokens. Nous, on pense qu'un LLM il se comporte de la même manière, quelles que soient les données qu'on lui donne en entrée. Mais ce qui est démontré, c'est qu'à partir pour la majorité des LLM connus, on va dire, du marché, à partir de 50 000 tokens à la louche, on commence, et je vous dirai à peu près à quoi ça peut correspondre, la précision de cet LLM se dégrade un peu avec une courbe qui ressemble à ça. Et quand vous utilisez des modèles où on vous dit vous avez une limite de contexte de 200 000 tokens, ou maintenant un peu plus récemment 1 million de tokens, en fait, quand vous êtes à cette limite-là, les benchmarks de ce LLM sont tout pourris par rapport à ce qui est annoncé au départ, en tout cas, par les producteurs de ces LLM-là eux-mêmes. Et en fait, ce qu'il faut capter, c'est que quand Anthropic nous dit « ça y est, j'ai Opus en 1 million de contextes », 1 million de tokens pour un contexte, ce n'est pas une spec de compréhension du modèle. Ce n'est pas que le modèle peut comprendre plus de choses, c'est que le modèle peut encaisser plus de données en entrée. Mais ça ne veut absolument pas dire, c'est une spec de stockage, on va dire, dans quelque sorte. C'est juste votre petit carnet de notes n'est plus bridé à 10 pages, il est bridé à 300 pages, mais ça ne veut absolument pas dire que celui qui va utiliser ce carnet de notes, il travaillera mieux avec 300 pages. C'est ça qu'il faut un peu garder en tête. OK. Et donc, c'est Chroma qui édite plein de choses autour des LLM pour des outils de recherche, etc., qui a mené ces études-là en 2025. Je cite à peu près sur toutes mes slides des sources qui ont été réétudiées par plein de gens derrière. Alors, maintenant qu'on a un peu le problème, ce fameux carnet de notes qui grossit et qui va diluer l'attention, en fait, on peut poser un mot. Et ce mot, c'est context engineering. Ce terme a été dit pour la première fois par Toby, le CEO de Shopify, qui est lui-même accessoirement dev Ruby, qui dev toujours jusqu'à aujourd'hui, et qui a parlé de ça. Et quelques jours ou semaines plus tard, quelqu'un d'autre, Andrei, a écrit cette phrase qui veut à peu près tout dire. C'est cette espèce d'art subtil de remplir juste avec ce qu'il faut comme information notre fenêtre de contexte, donc le nombre de tokens qu'on a, pour obtenir un résultat utile. Et ça devient une espèce d'art et qu'il faut savoir faire pour apprendre justement à mieux utiliser les LLM sans qu'ils deviennent plus intelligents. Le même LLM, on peut l'utiliser un peu mieux. Et en fait, Anthropic a un peu mieux formalisé la définition, on va dire. La phrase exacte, c'est l'ensemble des stratégies au global que vous allez pouvoir faire pour curer et maintenir l'ensemble optimal de tokens pendant une inférence du LLM. Le mot-clé ici, c'est curer, c'est trouver le plus petit ensemble de tokens, toujours. Et finalement aussi, on a beaucoup parlé au tout début de prompt engineering. On parlait uniquement du prompt. En parlant à un LLM, on lui dit comporte-toi comme ci ou ça, et je veux en sortir un JSON, etc. En fait, ça, c'est qu'une partie d'un truc plus large qui est finalement le contexte que ce LLM voit. Qu'est-ce qu'il est, au-delà de ce qu'on lui a dit sur un prompt. Maintenant qu'on a donc cette image du carnet, voyons comment ce carnet, finalement, ce carnet de notes se dégrade et comment ce contexte, finalement, peut devenir mauvais. Il y a Drew Bruning qui a formalisé cette dégradation de contexte en 4 grosses familles. Et vous allez à peu près vous retrouver dans une des 4, si ce n'est pas les 4, dans votre utilisation au quotidien. Le contexte, il peut se dégrader avec le temps, avec ce qu'il a appelé un empoisonnement. Donc en gros, entre un tour et un autre, il y a une info qui est fausse, qui se glisse,
Et en fait, cette info qui a été glissée au tour 2 va avoir une influence sur tous les tours d'après et qui peut être très très grosse. Donc votre carnet de notes que vous allez donner à votre développeur junior, à la page 4, il y a une connerie qui est écrite. Et lui, il ne sait pas si c'est une connerie ou pas, mais donc ça peut créer des problèmes plus tard. Il y a la distraction, c'est un peu l'idée, c'est de dire quand il y a trop d'options, enfin pas trop d'options, quand le modèle avec... Il y a trop d'informations, pas d'options, il y a trop d'informations sur ce carnet, et le modèle, à un moment donné, il n'arrive plus à se focaliser sur ce qu'il est en train de faire à l'instant T, les décisions qu'il est en train de prendre maintenant, et il commence à se distraire, à vouloir faire d'autres trucs, à corriger d'autres choses, etc. Encore une fois, c'est le même comportement qu'on retrouve chez nous, humains, quand on est face à exactement le même genre de situation avec un carnet. La confusion, c'est un peu l'idée de dire, des fois, il y a trop de choses, trop d'options disponibles, et on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à savoir quoi faire, le LLM non plus. Donc typiquement ici, si vous faites un peu le parallèle, quand vous branchez à un LLM trop d'outils, trop de tools, ce n'est pas toujours bon. Et on a tous les gens qui ont produit des apps ou des produits avec une logique agentique à l'intérieur, au départ, tout le monde disait je vais mettre le plus d'outils possible et mes utilisateurs, tout va bien se passer. Et tout le monde, au bout de quelques mois, a compris qu'en fait, non, ça marche pas comme ça, c'est pas bon. Il faut donc gérer ça différemment. Je vous ai cité un peu des exemples concrets de la littérature, de ce qui a été étudié ou juste des petites histoires. Donc, par exemple, Yama, on voit bien qu'avec à partir de 46, branché à 46 outils pour une même tâche, il va échouer, mais avec 19 outils, il va fonctionner correctement. Ça, c'est un exemple random. Un autre type de pollution ou de dégradation, c'est le conflit. Là, c'est logique, c'est un peu à la page 3, il y a une info, à la page 13, il y a une info contradictoire. Et que fait le LLM avec ces infos contradictoires avec le temps? Plus il y en a, plus ça devient pas bon. Et en fait, on peut maintenant nommer ce symptôme qu'on a un peu tous vu. C'est ce qu'on appelle dans la littérature la dump zone. Comme je vous disais un peu tout à l'heure, le LLM, ses capacités vont se dégrader selon la taille du contexte. Et en fait, quand on est à peu près entre 0 et 40%, avec un contexte donc plus petit, le LLM est super précis et c'est cool. Et plus ça augmente, plus on s'approche c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça n'arrive pas d'un coup, mais petit à petit, on s'approche d'une dump zone où là, typiquement, votre LLM va tourner en rond, commence à faire 2 fois les mêmes erreurs. Je pense que tout le monde a à peu près engueulé son LLM et à peu près tout le monde a vécu ce moment où l'LLM s'est excusé. Là, quand il commence à s'excuser, vous savez que vous êtes dans l'espèce de dump zone parce que ça tourne en rond et il faut en sortir d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est intéressant maintenant à comprendre, c'est que même si on a, donc, ou en tout cas garder en tête, même si on a des fenêtres des contextes par défaut plus grosses, cela ne veut pas dire que ça sera forcément mieux. Au contraire, plus le contexte est petit et focalisé, c'est là où ça sera mieux. Du coup, la question utile devient pourquoi est-ce qu'on atteint cette dump zone finalement aussi vite et des fois sans s'en rendre compte. En fait, on peut difficilement savoir où est-ce qu'on en est au moment où on est en train d'interagir ou en tout cas dans une utilisation d'un LLM. Il y a plein de choses en fait qui remplissent votre contexte. Gardez en tête qu'il y a évidemment l'historique de la conversation qui est le premier truc évident. Mais tous les outputs en JSON de toutes les commandes qui ont été lancées par l'agent ou toutes les recherches web ou tout ce que vous voulez, en fait, elles sont là, elles restent là, rien ne les supprime. Si jamais il y a une commande ou un call API qui retourne une erreur, puis du coup l'agent il en fait un deuxième, la première erreur reste là et continue de remplir. Évidemment, toute la partie, donc là on parle d'une code base, la compréhension de code existant, j'ai exploré 15 fichiers pour en trouver un qui m'intéresse, donc, j'ai lu le contenu de 15 fichiers, tout ce contenu-là de tous ces 15 fichiers reste dans ce contexte-là. Et donc, bref, toutes ces choses-là peuvent littéralement, peut-être que dès que vous arrivez sur une code base et vous posez une question, vous êtes peut-être déjà à 75%
de votre contexte, vous êtes déjà dans la dump zone, vous n'avez encore rien fait. Et en fait, on a tous un peu eu ces réflexes-là, comme on est tous en train d'expérimenter la même chose. Même les gens chez Anthropic, finalement, ils découvrent, pas à la même vitesse que nous, mais en tout cas, ce problème de genre de talk, c'est que dans 3 mois, ça ne voudra plus rien dire parce qu'il y aura eu encore d'autres trucs, etc. Donc ça évolue vite, mais en tout cas, on est tous à peu près dans les mêmes niveaux d'expérimentation. Et qu'est-ce qu'on fait face à ces situations ? Et ben, souvent, on a un peu cette option de on continue jusqu'à ce qu'on s'engueule avec, avec l'agent et on arrête la session. Bon, on a tous à peu près fait. Moi, il m'a dit plein de fois il est temps d'aller dormir. C'est lui qui en avait marre et qui voulait que j'arrête. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ou sinon, des fois, on se rend compte que c'est en train de partir en vrille, ça ne veut plus rien dire. On coupe la session, on redémarre une autre. Bon, en fait, ni l'une ni l'autre n'est une bonne approche, parce que d'un côté, on a un contexte ou un carnet qui grandit jusqu'à devenir il y a trop de bruit dedans par rapport à ce qui est utile. Et de l'autre côté, à chaque fois qu'on jette tout pour redémarrer, on a perdu finalement tout ce qu'on a appris de la session précédente, en tout cas du coup précédent, et quand on redémarre, on démarre totalement de zéro. Et en fait, il y a une troisième voie qui est intéressante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour garder un peu le savoir, donc ce qu'on a appris, mais enlever tout le bruit, tous les trucs qui ne servent plus à rien, pour à peu près maîtriser cette taille de contexte. Et en fait, pour faire ça, on a, grosso modo, si on schématise tout, 4 leviers possibles. Le premier, c'est donc les 4 leviers. Donc, je reviens. Write, select, compress, isolate. Isolate, j'en parle après. Je commence par le compress parce que c'est le plus, je pense qu'on a tous vu. On sait ce que ça veut dire. C'est la compaction intentionnelle. Donc là, l'idée, c'est quoi ? Vous avez une session. Vous faites par exemple de l'exploration d'une code base. Vous cherchez à implémenter quelque chose. Et donc, d'abord, il faut explorer le code, savoir qui est lié à quoi, quelles sont les classes dans la code base, etc., pour savoir où on va aller injecter notre petite fonctionnalité ou qu'est-ce qu'il faut refactorer, etc., etc. Et tout ce taf-là, il va bouffer du contexte. Et en fait, l'idée, c'est que de manière intentionnelle, on distille finalement tout ce qu'on a appris pendant cette section d'exploration dans un fichier, littéralement. On peut dire à l'agent, écris-moi un fichier qui s'appelle progress.md, ou écris dedans juste ce que tu as compris, ce qui est utile. Et on redémarre une nouvelle session, où là, on va potentiellement commencer le taf. En faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a supprimé finalement tous les trucs qui ne servent plus à rien. J'ai exploré 15 fichiers, j'ai trouvé le bon, j'ai plus besoin des 14 autres, donc je ne me les balade plus dans le contexte. Et donc ce que je viens de faire là, j'ai compacté de manière intentionnelle à un moment précis ce contexte-là, en gros, le carnet en question, pour le rendre un peu plus petit. J'ai enlevé le bruit de cette information. Anthropic liste exactement 3 techniques qui rentrent dans cette case de compress, la compaction, donc un peu ce que je viens de vous dire, la prise de notes structurée et les sous-agents, on en reviendra après. Ce compact, vous l'avez à peu près tous vu, voire pratiqué, peut-être c'est quelque chose que maintenant plein de gens pratiquent. À un moment donné, dans votre session, Claude Code va vous dire « auto-compacting ». Et il s'arrête pendant quelques secondes ou plus. Et il y a une petite barre de progression maintenant. Et il compacte la session. Je ne sais pas si ça vous parle. Et ce qu'il est en train de faire, il est en train de juger lui-même qu'est-ce qui est de l'ordre du bruit, de qu'est-ce qui est de l'ordre de l'utile. Et littéralement, sous le capot, il écrit un fichier et il redémarre une session à partir de ce fichier-là. C'est ça la compaction. Si jamais vous faites /compact vous-même, à tout moment, vous déclenchez une compaction pilotée par Claude Code. Mais le principe, c'est celui-ci. C'est je prends tout ce qui est du bruit, je le dégage et je garde le signal. Ça peut être fait aussi à la main. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'utiliser /compact. Ou si vous n'utilisez pas Claude Code, c'est d'autres techniques. Voilà. Ensuite, en fait, la compaction est un cas particulier d'un pattern un peu plus général au final, qu'on peut appeler write. Et dans l'idée, c'est d'écrire des nouvelles notes
des fiches mémo, si je reprends mon analogie du carnet, à des moments différents finalement. Typiquement, aujourd'hui, il y a à peu près 3 formes de ce write. Il y a un fichier progress.md où finalement, c'est un peu ce que je disais juste avant, suite à une compaction. Je ne sais pas si le mot il existe en français, mais il va finir par exister. On écrit donc un fichier dans lequel on fait persister des informations et la compaction d'après ne va pas détruire des informations de ce qui a été déjà écrit. Donc nous-mêmes, on le pilote ce truc. C'est un peu comme quand vous êtes sur un projet, vous avez votre petit bloc-notes à côté et vous gardez que les petites notes qui vont être utiles pour la vie d'un projet. Littéralement la même chose. La récitation, c'est quelque chose d'autre. C'est plus une tâche est longue par un agent. Donc ça, c'est un pattern qui est donc implémenté dans plein d'outils, plein d'agents, vous allez le reconnaître. Quand une tâche est très longue et on a une liste de choses à faire, l'agent, des fois, il se paume parce que plus ça avance, plus l'objectif qu'il devait faire, ou le truc qu'il devait cocher, il s'éloigne, on va dire, il l'a plus sous les yeux. Et donc, dans l'idée, il se force à écrire un fichier comme ça, todo.md. Il va lister un peu ce qu'il doit faire. Comme ça, plus il avance, plus il explore des fichiers, il fait des trucs, il écrit du code, il revient, il lance des tests, enfin bref, tout ce qu'il fait, il ne se perd pas et il sait quelle est l'étape d'après qu'il était censé faire. Vous le voyez aussi sur Claude Code, de temps en temps, lui-même, il va fabriquer des to-do, des mini to-do. Il vous dit 3 tasks, 2 tasks, etc. C'est exactement cette technique-là qui est implémentée. Et c'est rafraîchi un peu à chaque étape pour que lui-même, il s'auto-guide avec ça. Là encore, l'analogie, elle est parfaite avec nous, humains. Ceux comme moi qui ont une mémoire de poisson rouge, ils ont tous une manière de suivre un peu où est-ce qu'ils en sont dans une liste de choses et ils barrent plus ils avancent sur un projet qui va durer même, en tout cas sur une tâche qui va durer même 2 jours, quoi. Et plus récemment, on a tous vu un truc qui s'appelle maintenant Memory chez Claude Code. Je ne sais pas chez les autres si des choses comme ça équivalentes existent. Ou maintenant, vous avez dû faire... Alors, je dirais à la louche, ça fait 3 mois. Je ne sais pas exactement de quand ça date. Où vous voyez Claude, de temps en temps, pendant une session, il va vous dire qu'il va update sa memory et il va écrire un item dans la mémoire ou il va le supprimer de la mémoire, etc. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne vois pas des têtes, il y a que 2-3 têtes qui bougent. En fait, ça, c'est quoi? Sous le capot, Claude, il écrit littéralement des fichiers Markdown, toujours, mais cette fois-ci, qui vont persister au travers des sessions. Donc, vous êtes sur un repo, vous démarrez une première session, lui, il va automatiquement décider de faire persister certaines infos dans un truc qu'il appelle memory. Vous tuez la session, vous redémarrez une autre. La memory, elle est là. Il la connaît, il la lit. Donc, dedans, lui, par exemple, il va auto-décider de si vous l'engueulez trop souvent parce que il écrit d'une certaine manière et vous ne voulez pas qu'il écrive de cette manière, il va finir par se reprendre lui-même et dire « Ah, ça, cette information, je vais plutôt la faire persister dans une memory pour éviter ce bruit de à chaque fois, il y a trop de tokens qui viennent m'engueuler pour me dire, qui viennent me reprendre pour me dire d'utiliser tel ou tel pattern, telle ou telle convention, etc. » Et ça, c'est un truc que lui, il fait tout seul. C'est pas vous qui... justement, c'est pas votre intention, c'est lui qui le fait, mais c'est à votre dispo aussi. Vous pouvez venir retoucher cette mémoire quand vous voyez qu'il écrit des trucs où il ne doit pas les écrire. Vous ne voulez pas que ça persiste cross-session. Vous pouvez lui dire de les nettoyer de la mémoire ou allez vous-même fouiller, nettoyer dans ses mémoires, etc. Ça, c'est intéressant à comprendre. Une autre stratégie, enfin en tout cas le troisième levier, il ne s'agit pas toujours juste de réduire le contexte, parce que jusque-là, on n'a vu que des choses pour essayer des techniques pour voir comment réduire le contexte tour après tour. Il y a aussi choisir qu'est-ce qu'on fait rentrer dans le contexte et à quel moment. Typiquement, 2 exemples de ça qui vont être parlants. La manière d'aller lire une codebase ou l'indexer a vachement changé entre 2025 et cette année. Au départ, on parlait pour une codebase, je parle, dans Claude Code, il y avait un RAG où pour les spécialistes, en gros, si j'essaie d'expliquer ce que c'est, on lit toute la codebase, on indexe tous les fichiers et on écrit ça dans une base de données vectorisée, donc c'est les vecteurs. Et quand on a une session en cours, on va chercher dans cette DB
pour chercher les éléments les plus proches, etc. etc. Donc ça s'appelle un RAG. Ça, Anthropic, l'équipe d'Anthropic l'a viré en mai, il me semble, 2025, pour le remplacer par du simple grep, donc une recherche comme nous, humains, on fait pour chercher on cherche le mot Toto, on fait grep Toto et on a tous les fichiers qui contiennent le mot Toto. Et ben, ils ont remplacé ça en mai 2025 et ils ont, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais ils ont eu une perf vachement meilleure sur l'efficacité du même LLM toujours pour aller chercher dans le code. Et donc là, en fait, c'est un exemple on ne part plus de l'idée on met tout au départ, toute la code base, et on joue avec, mais on va sélectionner que au moment voulu, avec un grep, ce qu'on va mettre dans un contexte. L'autre exemple, c'est les tools, où ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire un même modèle avec 49 tools, il se comporte très très mal, et avec 15 tools, il se comporte beaucoup mieux. Dans l'idée, c'est que vous pouvez vous dire, par exemple, demain vous connectez l'MCP de Jira, c'est à la louche 20 000 tokens déjà, juste le fait qu'il soit là. Et imaginez, vous faites ça sur 10 MCP, parce que vous avez Notion, Jira, Slack et plein de trucs intéressants. Dès que vous faites Claude, dès que vous démarrez la session, bim, il y a déjà 80% du truc est rempli. Vous n'avez rien fait encore. Ça a disparu maintenant. La réponse à ça, en tout cas par les gens comme Anthropic, ça a été de dire on ne met plus tous les tools dans le contexte, on fait un tool qui s'appelle Search des tools, et au moment voulu, on cherche dans les outils ce qu'il nous faut. Et donc le contexte, il n'est plus pollué dès le départ, il va se remplir qu'au moment où on aura besoin d'aller chercher des tools. On en reparlera un peu plus tard. Donc c'est un peu la même idée que tout à l'heure. C'est on cherche la manière de trouver le plus petit ensemble de tokens qui disent l'information, quels sont les tools disponibles, mais sans mettre tout le détail, alors que probablement j'en aurais pas du tout besoin. Et une dernière technique, c'est isolate, c'est utiliser des sous-agents, des micro-agents jetables pour éviter de polluer le contexte principal. Alors là, c'est quoi l'idée? C'est on a un agent parent, et supposons que cet agent parent il a une tâche à faire et il sait qu'il doit aller explorer la code base. Au lieu de l'explorer dans la même session, dans le même contexte, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre lui-même un sous-agent, ou plusieurs sous-agents en parallèle, il leur fait faire le sale boulot. Donc c'est eux qui vont fouiller les fichiers, parser des CSV, calculer des choses, etc. Et ces sous-agents ne remontent à l'agent parent que l'information utile. C'est un peu ce que j'essaie de représenter là. Le micro-agent, lui, c'est un contexte jetable. C'est vraiment une feuille de brouillon qui va finir à la poubelle après, qui ne reste plus dans votre carnet qui se cumule avec le temps. Il fait plein de choses, et quand il finit son travail, il résume à son agent parent, qui lui garde toujours une synthèse un peu structurée et propre, et un contexte toujours maîtrisé, peut-être autour de 30%, alors que l'autre, on s'en fout, il le bouffe à 80%, mais c'est pas grave, on va le jeter après. Ce truc-là est encore un sujet parce que c'est assez facile de paralléliser plusieurs agents quand il faut faire de la lecture, donc de la recherche par exemple, de données, de la comparaison, de choses comme ça. C'est ce que vous voyez dans Claude Code maintenant, lui-même il va décider de vous dire launching 5 agents et il vous montre un peu qu'il fait des trucs en parallèle. Par contre pour écrire, c'est un peu plus compliqué parce que écrire en parallèle avec 5 agents, c'est très dur parce qu'il est très dur de faire en sorte que les 5 soient d'accord et ne se contredisent pas en cours d'écriture. On n'arrive pas encore à écrire avec 5 trucs en parallèle du code en même temps. Donc du coup, pour l'instant, ça reste géré par un seul agent parent. Voilà. Et donc, si je résume tout ça, donc en fait, ça, c'est ce qui a été formalisé par LangChain, qui est un acteur majeur, pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce monde-là, on va dire, au global. Et on a les 4 leviers, donc Write, Select, Compress, Isolate. C'est à chaque fois des choses différentes, des outils différents. Et finalement, tout ce qu'on fait, déjà tout ce que je vous raconte et tout ce que vous faites, quand un agent commence à dérailler, c'est un de ces 4 trucs-là qui n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est à peu près ça le sujet. En tout cas, c'est là où il y a la bagarre entre les différents outils, les différents agents, etc. C'est pas tant sur le LLM lui-même.
Ok, bah, tout ça c'est bien beau. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on peut commencer à inventer, ou en tout cas visualiser un workflow concret avec lequel on peut bosser. Ben, ce workflow peut ressembler à, en tout cas, un workflow différent de ce qu'on faisait avant quand on faisait du code. Parce que ce coup-ci, on est assisté par des outils, ils ont ce contexte-là qui peut pourrir, et donc il faut qu'on le maîtrise. D'ailleurs, c'est là où on parle de, je ne l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, mais ces techniques-là, du moment qu'on en déploie une ou une autre, c'est ça en fait, on est en train de faire de l'ingénierie de contexte. C'est ça la discipline. Un workflow assez concret, c'est on a besoin de faire une feature, imaginons, peu importe. D'abord, il faut faire un peu de recherche pour savoir qu'est-ce qu'on va toucher dans le code, est-ce qu'on va toucher qu'une classe à un endroit, ou cette classe, elle doit toucher 4 autres, et ainsi de suite, et tout ce travail-là. Et ça peut être une étape dans un workflow où on fait tout ce travail-là et on le synthétise dans un fichier qu'on peut appeler research.md. Et depuis ce fichier-là, depuis cet input, donc là, on n'a plus que les fichiers qui vont être touchés, etc., etc. Ou en tout cas, on guide au maximum le LLM pour qu'il ne spawn pas beaucoup trop quand il va faire l'étape d'après. L'étape d'après, ça serait le plan de l'implémentation. Voilà exactement les lignes que je vais modifier, voilà comment, qu'est-ce que je vais écrire comme test, etc. Bref, typiquement, le plan mode de Claude, si vous l'utilisez, c'est ni plus ni moins que ça. Mais on est parti d'un contexte frais qui a juste pris research, donc un plus petit contexte, et on a fait notre plan. Donc on est toujours peut-être à 30%, 40% de la fenêtre au global, quoi. Et ensuite, l'implémentation, on redémarre un nouveau contexte, on part du plan, et là, on déroule juste. OK, là, il faut dérouler du code. C'est, encore une fois, exactement ce que fait Claude Code quand vous faites le /plan. Il crée un plan, et quand vous lui dites « ça y est, j'accepte le edit », lui, en fait, il redémarre un nouveau contexte et il prend ce plan-là uniquement. Il ne prend plus tout le bazar que vous avez discuté avant. Toutes vos discussions sur le plan pour l'affiner, pour changer des choses, etc., il les oublie, il ne garde que la synthèse. Et en fait, c'est intéressant d'avoir des workflows comme ça parce qu'on se donne, nous, l'occasion humaine d'intervenir au bon endroit. Si on continue de rester que sur la revue de code comme on fait toujours, ce qui fait chier plein d'équipes aujourd'hui, on arrive en bout de chaîne. Et oui, bon courage pour review 2000 lignes de code toutes les demi-heures. C'est juste plus gérable et ça n'a plus trop d'intérêt. Alors qu'en faisant intentionnellement ce genre de workflow, nous, humains, on a notre levier est un peu plus intéressant sur les étapes principales parce que review une ligne foireuse du plan qui pourrait produire 1000 lignes foireuses de code, c'est beaucoup plus facile de review la ligne foireuse que les 1000 lignes. Et encore plus côté recherche, quoi. Et en fait, ce workflow rejoint une idée très très forte de 12 Factor Agents, où grosso modo, avant, le soft, c'est un graphe dirigé d'étapes. C'est comme ça que les softs sont faits depuis les années 70 même. Il y a eu ce moment de promesse des agents, donc on s'est tous excités en disant on va prendre un LLM, on va le mettre au milieu d'une grosse code base et on va le laisser faire tout et n'importe quoi, on va donner ça à nos clients finaux, le côté très agentique. Ça marche pas très bien et aujourd'hui ce qui fonctionne bien c'est un peu cette logique de on a un workflow déterministe comme le research plan implement, mais on saupoudre ça de petits agents, de petits LLM qui ont des tâches un peu plus scopées, où ils en ont une vingtaine max. Ils font un truc précis avec un contexte précis. Ça fonctionne beaucoup mieux. Et aujourd'hui, finalement, toutes les équipes qui font des produits agentiques font plus ça qu'un truc magique du milieu qui n'existe pas trop, quoi. Alors, qu'est-ce que fait Claude aujourd'hui déjà ? Je pense que vous pouvez transposer aux autres équivalents de Claude. C'est à peu près les mêmes concepts qui sont à peu près faits par tout le monde. Vous avez déjà Claude.md. Je pense qu'à peu près, du coup, si vous utilisez Claude, vous avez déjà vu ce que c'est. Là, c'est un peu comme pour votre développeur junior, c'est vraiment la fiche mémo d'onboarding la plus courte possible qui va l'embarquer. Donc là, on a plein de choses. Vous pouvez avoir un CloudMD qui est global à toute votre machine, un dossier avec plein de projets, par projet, et ainsi de suite. Ça se cascade. Dedans, du coup, il y a aussi toutes les commandes, les workflows réutilisables, par exemple /research, /plan, que vous pouvez écrire de manière déterministe, c'est un workflow déterministe.
Euh, et voilà, à la limite, pas besoin d'en dire plus. Et on peut tout de suite réaliser qu'est-ce qui est bon, enfin, pourquoi un Claude.md est mieux qu'un autre. Bah, c'est un peu toujours cette histoire-là de à quel point ce que j'écris dedans, donc que j'injecte dans un contexte, est utile ou c'est des trucs inutiles. Il y a plein de gens qui ont pris leur doc d'avant et qui ont foutu ça dans des Claude.md. C'est totalement inutile. En tout cas, majeure partie du temps, c'est pas utile d'avoir le maximum de choses. On peut avoir cette idée de dire, bah tiens, je vais faire un Claude Code de 4000 lignes, un Claude.md de 4000 lignes, et c'est cool parce que tout est déjà écrit dedans. Bah, en fait, non. Par rapport à ce qu'on a vu, ça va par défaut dégrader la qualité de vos assistants IA par défaut. Donc on n'y met que les choses qui vont être utiles pour éviter à ce contexte pourrisse. Donc par exemple les règles de vos conventions d'architecture, le modèle de votre domaine, métier, que veut dire chaque mot, etc., les conventions, etc., ce qu'il ne faut pas faire, pour éviter qu'à chaque fois il fasse ce qu'il ne faut pas faire et que vous retrouviez à le corriger systématiquement, etc. Donc typiquement le slash compact c'est du compress, ce que je vous disais tout à l'heure. Les sub-agents qui sont enclenchés automatiquement ou vous-même vous pouvez à un moment donné dire là je vais explorer un truc, l'explorez pas dans la session principale, explorez-le à côté. C'est très intelligent parce que vous êtes en train de faire de l'isolation. Le memory tool du coup c'est un write aussi, etc., etc. Donc ça c'est des choses qui existent nativement dans votre quand vous utilisez Claude. Et dernier truc, j'allais dire récent, plus si récent que ça, donc les skills des agents. Là où c'est intéressant aussi pour comprendre comment ces choses-là sont structurées aujourd'hui et pourquoi Anthropic, par exemple, a sorti ça comme ça et pas autrement. C'est quoi un skill ? Un skill, en fait, c'est un fichier Markdown qui décrit une tâche, par exemple, comment générer une facture avec les normes françaises. Dedans, d'autres fichiers, ça peut être des scripts carrément, des templates, comme ça guide le LLM à remplir des choses, d'autres fichiers avec d'autres textes, peu importe. Et en fait, on a 3 niveaux de lecture d'un skill aujourd'hui. On a le niveau 1 qui est toujours chargé, c'est uniquement le nom et la description du skill, littéralement 2 lignes. Ça oui, c'est toujours chargé. Par contre, tout le reste, qu'est-ce qu'il y a exactement dans skill.md, donc tout le texte qui explique comment on fait la facture, ça, c'est pas loadé automatiquement. Ça s'appelle la progressive disclosure. Claude Code va chercher ce truc-là que quand il en aura besoin. Et le 3e niveau, c'est même les scripts et les fichiers autres. Donc tout ceux-là, qui ne sont pas skill.md, c'est encore cherché qu'une fois qu'il a lu le skill.md, il s'est dit « Ok, j'ai besoin d'un script, je vais aller le chercher à cet endroit ». Donc au final, avant, on n'avait pas ça. Hein. Avant, quand on mettait plein de skills, on pourrissait tout de suite le contexte. Aujourd'hui, mettre 50 skills, c'est pas grave parce que c'est 50 noms et descriptions. Et on laisse l'agent après piocher quand il veut, donc finalement faire du select quand il veut au bon moment. Gros résumé un peu de tout ce bazar. Votre job, pour être performant avec ce genre d'outils, c'est d'orchestrer ce que va voir votre agent principal et ses copains. Et de manière intentionnelle, ne pas juste, comme plein de gens, croire que c'est un miracle ce truc, et c'est une boîte magique, et lui parler n'importe comment. C'est ça que je veux dire. Donc vous avez Claude.md plus les skills, où vous pouvez organiser plein d'éléments de contexte vous-même de manière intentionnelle. Un workflow où vous avez des phases et des contextes frais à chaque fois. En faisant ça, vous allez faire bouger votre équipe ou vos équipes pour que la review soit plus sur les étapes intéressantes au départ d'exploration et de planification et côté plan de l'implem. L'implem finalement est devenu j'aime bien l'analogie que Dex a dit encore récemment, c'était intéressant. Avant, on était un peu les artisans parce qu'on produisait nous-mêmes notre code et on kiffait ça. Et en fait, plus ça va, plus on devient des espèces de producteurs. Y a un gars qui fait du code, il s'appelle Claude. Mais en fait, nous, on est un peu le producteur, on est le chef d'orchestre. En fait, nos métiers, ils bougent comme ça. Et on dirige ce truc-là, et c'est ça qui peut devenir intéressant, plus que vraiment écrire chaque ligne. Et cette espèce de shift d'état d'esprit,
est en train de plus ou moins s'opérer chez plein de gens et intéressant à observer. Et une fois que vous avez ça, là, vous shippez un peu ce que vous voulez et vous vous débrouillez pour rester dans la smart zone le plus souvent possible pour tirer profit au maximum dès aujourd'hui des modèles d'aujourd'hui sans attendre 2030, parce que là, ce sera trop tard. Et donc, ce que vous pouvez faire dès lundi, c'est créer des clouds MD ou nettoyer vos clouds MD s'ils contiennent trop de trucs et vous pensez que c'est inutile. Quand ça commence à tourner en rond, dites à votre agent de matérialiser un progress.md s'il ne le fait pas tout seul et redémarrer une session fraîche. Ou sinon, vous faites une compaction quand vous n'avez pas besoin d'un nouveau fichier. Essayez ce workflow, Research Plan Implement. D'ailleurs, ce workflow-là, il est très, on va dire, générique, mais je pense que vous avez tous vu à peu près tous les outils qui existent autour de les spec kits, les spec driven development, etc. C'est ni plus ni moins que de l'implément de ça. Enfin, c'est pas, on n'a pas découvert quelque chose de nouveau dans le monde du logiciel. C'est ce qu'on faisait avant. Là, c'est juste qu'on le fait un peu différemment. Et oui, et pareil, un autre truc que j'aurais pu mentionner tout à l'heure, quand je parle d'isolation de contexte, parmi les 4 leviers là, on a tous vu aussi plein d'outils, plein de techniques où on fait des sous-agents qu'on spécialise. L'expert en accessibilité, l'expert en sécurité, l'expert en machin. On aime bien un peu ces analogies, comme si on a l'impression d'un coup d'un seul, on a embauché 25 personnes gratuitement. Mais en fait, on est en train juste de manager du contexte. C'est ces gens-là, on leur donne un contexte plus petit, enfin ces agents-là, on leur donne un contexte plus petit avec des tâches plus petites et en fait on contrôle ça. Mais on s'en fout qu'ils soient experts de ci ou experts de ça, ça c'est que du bullshit un peu pour maquiller le truc, mais c'est que de la gestion de contexte finalement qu'on fait naturellement, on isole le contexte. Voilà, donc pensez à ça, ces 4 trucs et vous verrez, ça sera beaucoup plus cool. Merci.